c'est tout le problème de l'échec du traitement moral et derrière de la psychiatrie, c'est qu'on s'aperçoit que cet asile, ce merveilleux instrument esquirolien, cette machine à guérir, mais on est en plein romantisme. Hein. C'est pas, le romantisme passe, mais les malades restent. Et justement, le problème, c'est qu'ils restent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que très vite, ils vont rester là 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez une chance sur 2 de mourir à l'asile si vous y entrez. Alors on rentre dans une période où, je dirais, la psychiatrie à la fois a devant elle elle écrit ses formes cliniques, parce qu'elle a devant elle la chronicité en masse, et donc le suivi au long cours des malades, qui trouvent avec l'asile un contrat de pauvreté aussi bien imaginative et de déficit, hein, qui fonde la démence précoce de Kraepelin. Donc hein, c'est ce contrat particulier qu'il y a entre l'environnement et la pensée du patient schizophrène, même si le mot n'existe pas encore. Oui, il n'existait pas. Hein, et c'est le démon précoce, donc, hein, il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement un effet de l'asile, c'est un contrat entre ce que demande l'apaisement que demande la société. Non, l'apaisement que demande même celui qui est qualifié de démon précoce devant la catastrophe qui l'envahit. Et c'est un succès absolument extraordinaire. Et il y a la montée des grandes concentrations asilaires avec ces monstres que l'on retrouve en Europe, avec 3 ou 4 000 patients. Il y a cette montée progressive, cette facilité qui est donnée, à la fois à la société, mais aussi à l'individu malade, de trouver une sorte d'apaisement par la mort psychique dans la vie asilaire. J'ai choisi un établissement dans lequel la tradition asilaire, que j'avais en horreur depuis bien des choses, et notamment depuis mon éducation surréaliste. Comme ça, que la chose asilaire, cette abomination, comme ça, était démolie. Et il s'agissait de... J'avais déjà dit, au niveau théorique, il s'agit de détruire le système asilaire et de bâtir son contraire sur ses ruines. Cette parole imagée entrait dans la réalité, il fallait faire le contraire sur les ruines. C'est ça. Voilà. Et notamment sur les ruines de la structure de rapports humains qui était la définition même du système asilaire. Et beaucoup plus la structure de rapports humains organisée là-dedans. Et alors, il y avait par exemple, n'est-ce pas, quand on a donné, c'est-à-dire un des modèles comme ça, qu'effectivement, j'ai été parmi les inventeurs, qui était de faire parler les fous. Déjà, à Saint-Alban, on avait déjà beaucoup organisé. Oui, on sera obligé de laisser Saint-Alban, mais c'est dommage. Etc. On avait déjà donné beaucoup la parole aux folles. Bon. Non, mais là, l'idée de faire écrire la vie sur les murs par les folles, comme ça, celles qui disaient, du temps des sœurs, etc. Alors, il y avait les sœurs et les filles. Oui. Et alors, les filles, c'était celles qui n'avaient pas le droit de rester dans la salle, dans les dortoirs, quand on faisait des piqûres, de peur qu'elles s'initient au privilège de la fonction soignante. Alors, c'était ça, cette structure. Bon, alors là, le remaniement très, très profond. La chance de Sotteville, c'était de pouvoir s'occuper des fous, alors qu'il ne restait que 2 ou 3 des dames qui avaient fait les filles comme ça du temps des sœurs, mais qu'il a fallu faire une formation accélérée, avec ce que la main-d'œuvre féminine fournissait dans Seine-Maritime, avec le textile, les employés de commerce ou de maison ou des trucs comme ça, ou les femmes de cheminots qui n'avaient plus d'enfants à charge, les astreignants restaient à la maison, et il a fallu soigner les folles avec des gens qui n'avaient aucune déformation asilaire. Aucune déformation asilaire. Et par exemple, pour l'imager, quand dans la conversation du service, quand on disait, mais quand la question surgissait, qu'est-ce qu'il faut faire, mais moi, je me souviens que je m'amusais beaucoup à dire, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à faire le contraire. Et jamais, n'est-ce pas, l'état de maturité de ce groupe de personnel n'a amené qui que ce soit à poser la question, le contraire de quoi? Oui. Faire le contraire, suivre son cours naturel. Oui, C'était très beau. Et alors,
c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, l'expérience de Sotteville a été très exemplaire. Le mot sectaire a été prononcé pour la première fois devant une assemblée de psychiatres par moi, en tant que porte-parole du groupe d'inventeurs, disons, qui fonctionnait dans le vent de la libération. Bon. Dans la chapelle de Sainte-Anne, au moment des premières journées psychiatriques nationales, qui ont été une très grande opération de notre part, on a beaucoup voulu répondre à l'hécatombe de l'occupation, par un mouvement qu'on a voulu immense, enfin qu'on a voulu grandiose, d'intérêt pour la folie, d'amour de la folie, par rapport à la haine des fous qui avaient caractérisé le gouvernement de Vichy. Donc il y a ce bouleversement de la Deuxième Guerre mondiale, où on reprend tout de suite après cette notion d'enfermement, et qui est effectivement en corrélation, en lien avec ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le constat du fait que le monde concentrationnaire est devenu insupportable. Mais ça ne suffit pas. Parce que la psychiatrie peut se baser sur des principes, mais il faut un événement, une expérience pratique qui démontre la possibilité du possible. Ça, c'est très important. Alors, c'est certainement cet Alban. C'est un peu aussi une autre utopie de nos chers ancêtres, là, faite par nos chers ancêtres, mais on découvre en fait, suivant une formule qui a été très bien dite par Le Guillan, c'est que les séparations, les frontières entre l'aliéné et puis l'aliéniste s'estompent dans une situation d'urgence vitale où il faut survivre. C'est ce qui se joue à Saint-Alban. Oui, je crois que c'est ce qui se joue. Et donc, cette séparation devient même complètement, je crois que le terme qu'emploie Le Guillan, c'est totalement superflu et même insupportable. Donc il y a un nouveau rapport à l'altérité qui se fonde à Saint-Alban. Ce rapport à l'altérité, c'est pas uniquement vis-à-vis de l'autre qui serait véritablement un autre, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que la découverte en soi-même, notamment sous l'impact de la psychanalyse, d'une propre altérité. Et puis l'insupportable, c'est qu'il y a la possibilité d'une œuvre de mort absolument incroyable chez tout être humain. Ça sera découvert peut-être par la suite, hein, mais il y a quand même un démon qui sommeille là. Cette mise en place du secteur, la mise en place, c'est les années 1960. C'est-à-dire qu'il se passe, il y a comme une espèce de tuilage. C'est-à-dire que l'asile classique, mortifère, qui ne guérit pas, qui est aperçu et dénoncé dès la fin de la guerre, mais il continue sur sa lancée. Vous savez, c'est comme un navire, vous n'avez pas de frein sur un navire. Entre le moment où vous stoppez les machines et le moment où il s'arrête sur l'eau, il va encore courir sur son air. Eh bien, l'asile court sur son air, comme ça, jusqu'au début des années 60. Et puis, la décrue ne va s'amorcer qu'ensuite. Elle va s'amorcer avec, effectivement, cette nouvelle étape révolutionnaire qui est celle, et qui est une étape beaucoup plus d'ailleurs financière que médicale. On s'aperçoit que l'asile lourd coûte trop cher, surtout pour le peu de résultats qu'il donne. Et donc, on va passer à quelque chose d'autre qui va être la sectorisation. La définition, je reviens à ce qui était posé au moment de la définition du secteur. Notre boulot, c'est maintenant de travailler dans un ensemble démographique, et quand je parle de méconnaissance, le plus inouï, le plus non entendu dans la définition en question, c'est de travailler avec. Oui, ce n'est pas... Ah non, les gens n'ont pas du tout entendu qu'il s'agissait de travailler avec les gens. Avec les gens, avec les concierges, avec les institutions, etc. Et à ce moment-là, quand on dit qu'il faut jeter aux orties le front de l'aliéniste et aller sur la place publique en disant « qu'y a-t-il pour votre service ?», la vérité, c'est que l'émergence, la grande émergence des besoins, c'est le monde de l'enfance. Cette utopie qui est basée sur le fait que, en fait, il faut créer un peu
à nulle part, à aucun lieu de la psychiatrie, pour reprendre ce terme de l'utopia. Oui. Hein. Est-ce que c'est ça le ferment du secteur? Alors je crois que oui, ça. J'avais rencontré Bonafé, c'est vrai que ça c'était quelque chose auquel il tenait. Il faudrait que la psychiatrie s'effectue dans la cité, à Platon, voilà, hein, mais nulle part. C'est-à-dire à la rencontre des usagers, terme absolument horrible. D'ailleurs, ma première publication était Les usagers et S sur les chronicités nouvelles. Il y avait certainement quelque chose de très illusoire dedans, mais ce souffle existe, et il existe toujours, je pense. Hein. La volonté de créer des formes évolutives, donc, qui ne soient pas figées en un seul lieu. Alors, moi, il y a peut-être 3 outils de secteur, là, de base, qui me semblent essentiels, qui sont tout bêtement l'accueil au CMP. Le CMP, pour moi, ne doit pas être un lieu de consultation. C'est malheureusement devenu en France un petit peu ça dans beaucoup de CMP. C'est-à-dire que pour nous, il est évident qu'un CMP, il ne doit pas y avoir de liste d'attente. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de venir parler au CMP, il vient, il est reçu son rendez-vous. Il y a une équipe infirmière qui est là et donc qui est positionnée dans cette fonction d'accueil et qui va accueillir soit quelqu'un qui est suivi, qui n'a pas de rendez-vous, qui a perdu son rendez-vous, qui a perdu son ordonnance, qui va venir comme ça, il va être écouté, ou quelqu'un qui ne va pas bien, ou quelqu'un qui n'est jamais venu, il vient, tout de suite, on l'accueille, on l'écoute. En fait, on ne va pas être dans la même vigilance à l'égard de tous les patients. Il y a un certain nombre de patients pour lesquels, en général, c'est vrai qu'ils souffrent de troubles schizophréniques, c'est vrai, mais pas uniquement. Pour eux, pour un certain nombre d'entre eux, on fait une petite liste qui va être mise à jour régulièrement. Et dès qu'on les perd de vue, dès qu'il ne vient pas à sa consultation, il ne vient pas à son injection, il n'est pas venu en hôpital de jour, tout de suite, on téléphone, on passe au domicile, on est dans le souci. Parce qu'on sait que si cette personne-là ne vient pas à un moment donné et qu'on le perd de vue, on sait qu'on va aboutir à une rechute. Donc pour eux, il y a ce dispositif de vigilance accrue. Je crois que c'est vraiment cette équipe dans une espèce de mobilité et dans l'esprit et dans moi je dirais sur le terrain, hein, c'est-à-dire d'être toujours dans le souci et dans le pouvoir bien évaluer si là, cette personne qu'on ne voit pas, est-ce qu'on va y aller ou simplement on va attendre qu'elle revienne? Je crois que c'est vraiment tout ce travail comme ça d'aller-retour entre théorie et pratique et cet accueil. Le deuxième outil qui me paraît absolument déterminant, c'est l'hébergement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le secteur ne s'est pas développé suffisamment, à mon sens, en France, c'est qu'il n'y a pas eu de structure alternative. On a fermé beaucoup de lits, mais on n'a pas développé des alternatives avec hébergement. On a développé beaucoup d'hôpitaux de jour, des CATTP, des ateliers, pas beaucoup d'alternatives à l'hébergement, donc avec des appartements associatifs, thérapeutiques, etc. Voilà. Ça, alors, on a une équipe qui est dédiée à ça. On avait créé aussi un hôpital de nuit à une époque qui nous a été fermé de façon un peu abrupte, qui s'appelait Les Beaux Millions. C'était un outil qui nous a permis de déchroniciser et de permettre, c'était des structures passerelles. Hein. Et de toute façon, on accompagne beaucoup au niveau de l'hébergement parce que je crois que la psycho ne s'arrête pas à 17 heures. C'est-à-dire qu'on doit être amené à intervenir aussi dans l'appartement, là où est la personne. Si c'est dans la rue au milieu de ses cartons, si c'est dans un centre d'accueil, si c'est à son domicile, il faut y aller. Voilà. Ça, je crois que c'est très important. Pour moi, ça, c'est du secteur. Il s'agit de détruire le système aliéniste et de bâtir son contraire sur ses ruines. Le système aliéniste, c'est l'emprisonnement, l'enfermement des préposés au traitement de l'exclusion dans la position de gestionnaire du système d'exclusion, de ne pouvoir s'occuper que du truc et leurs oignons, leurs affaires, là où ils sont plus encore les maîtres que les esclaves, d'où l'histoire du peuple libre, etc. Ils se sentent encore plus maîtres de leur boîte qu'ils ne sont les esclaves d'un système qui les a promus à cette fonction. Alors que pour moi, ils sont bien plus les esclaves d'un système.
Et c'est pour ça qu'il se croit s'y mettre. Alors je crois que si Bonafé revenait parmi nous, il serait déçu. Hein. Il serait déçu. Je crois qu'il n'avait pas pensé les choses comme ça. Et moi aussi, je dirais, je suis déçue. Je suis un petit peu déçue parce que je pense que la psychiatrie française avait tout pour être vraiment extrêmement en avance. Elle était en avance. Alors pourquoi elle s'est un petit peu perdue ? Je crois qu'il y a pas mal de raisons. Hein. D'abord, ce clivage entre les budgets du sanitaire et du social, ça a été vraiment dramatique parce que c'est parti d'un clivage au niveau budgétaire, une séparation des budgets, et ça a donné finalement, c'est venu alimenter toute une idéologie. Et ça a dressé les uns contre les autres, les acteurs du soin et les acteurs du social. Ce qui, pour moi, est un peu idiot. C'est pour ça que je dis Bonafé serait désespéré, parce que pour lui, c'était ensemble. Hein, c'était le soin et le social ne faisaient qu'un. Et c'est vrai qu'en pédopsychiatrie, on est beaucoup plus dans cette articulation étroite entre le soin et le social, alors que dans les secteurs adultes, là, on est vraiment dans la séparation. Donc ça, je pense que ça a été vraiment une erreur, et déjà, la loi de 75 n'a pas été comprise par les acteurs du sanitaire. Et bon, ce n'est pas la seule raison. Hein. Il y a eu aussi, moi, je dirais, de la part des pouvoirs publics, un manque de directives claires. C'est-à-dire qu'il aurait fallu accompagner cette transformation des secteurs de psychiatrie adulte avec des objectifs, c'est-à-dire diminution du nombre de lits, création d'alternatives, évaluation de l'activité, puis les secteurs qui ne le faisaient pas, pouvoir leur rappeler qu'il y a des objectifs très clairs, etc. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au fond, l'hôpital a petit à petit regrignoté le secteur, et les secteurs sont restés très hospitalo-centrés, dépendant de toute une logistique qui était confortablement installée dans les murs. Et il faut le dire aussi, c'est qu'il fallait changer beaucoup d'habitudes, changer les mentalités, et pour beaucoup d'acteurs de l'hôpital, eh bien, aller travailler sur le secteur, c'est peut-être aller travailler loin de son domicile. On a perdu de vue qu'au fond, la psychiatrie doit être au service des usagers. Et donc, malheureusement, on n'est pas au service de l'hôpital. On doit être là où sont les usagers. Or, 80% des patients sont suivis en ambulatoire. Il devrait y avoir 80% des moyens dans la cité. Et c'est tout à fait le contraire. 80% des moyens sont dans l'intra-hospitalier. L'utopie tombe. L'utopie, elle demeure comme un souffle aussi, parce que le souffle, il s'attache à des signifiants particuliers. Le mot secteur est un souffle. Hein. Donc, si vous voulez, est-ce que finalement, notre métier de psychiatre est d'être attentif ou d'être toujours prêt à l'utopie? Est-ce que je pense à des gens comme Houry, ou je pense à des gens qui ont finalement dit notre spécificité sur le plan social, c'est d'être toujours en résistance. Et j'y lirai le lien. Est-ce que les psychiatres ne doivent pas toujours avoir une utopie prête? Mais c'est évident, parce que sans ça, pourquoi choisirait-il ce métier? Nous sommes dans une société, je pense vraiment, de l'inéluctable et du protocole. S'ils n'ont pas les moyens internes de résister, pourquoi choisiraient-ils ce métier? Moi, je leur conseille de faire dermato à ce moment-là, ou de choisir autre chose. Ou même, je veux dire, d'aller préparer les concours à une célèbre école qui se trouve à Strasbourg, qui a pour but de peaufiner l'inéluctable, l'automatique, etc. Mais je pense, moi, pour en discuter avec les internes ou avec les élèves infirmières, je pense que ce souffle-là, il existe. Bien. Et qu'on va à la rencontre de l'autre quand on choisit ce métier. Sans ça, il faut vraiment faire autre chose. La psychiatrie de secteur, ça consistait à dégager de places vacantes pour une vision mieux avisée de ce qui se passe dans la vie.